Personne n'aurait cru dans les dernières années du XIXe siècle que les choses humaines fussent observées de la façon la plus pénétrante et la plus attentive par des intelligences supérieures aux intelligences humaines, et cependant mortelles comme elles. Que tandis que les hommes s'absorbaient dans leurs occupations, ils étaient examinés et étudiés d'aussi près peut-être qu'un savant peut étudier avec un microscope les créatures transitoires qui pullulent et se multiplient dans une goutte d'eau. Avec une suffisance infinie, les hommes allaient de ci, de là par le monde, vacant à leurs petites affaires dans la sereine sécurité de leur empire sur la matière. Il est possible que, sous le microscope, les infusoires fassent de même. Personne ne donnait une pensée au monde plus ancien de l'espace comme source de danger pour l'existence terrestre, ni ne songeait seulement à eux pour écarter l'idée de vie à leur surface comme impossible ou improbable. Il est curieux de se rappeler maintenant les habitudes mentales de ces jours lointains. Tout au plus les habitants de la Terre s'imaginaient-ils qu'il pouvait y avoir sur la planète Mars des êtres probablement inférieurs à eux et disposés à faire bon accueil à une expédition missionnaire. Cependant, par-delà le gouffre de l'espace, des esprits qui sont à nos esprits ce que les nôtres sont à ceux des bêtes qui périssent, des intellects vastes, calmes et impitoyables, considéraient cette terre avec des yeux envieux, dressaient lentement et sûrement leurs plans pour la conquête de notre monde. Et dans les premières années du XXe siècle, vint la grande désillusion. La planète Mars, est-il besoin de le rappeler au lecteur, tourne autour du Soleil à une distance moyenne de 225 millions de kilomètres, et la lumière et la chaleur qu'elle reçoit du Soleil sont tout juste la moitié de ce que reçoit notre sphère. Si l'hypothèse des nébuleuses a quelque vérité, la planète Mars doit être plus vieille que la nôtre, et longtemps avant que cette Terre se soit solidifiée, la vie à sa surface dut commencer son cours. Le fait que son volume est à peine le 7e de celui de la Terre doit avoir accéléré son refroidissement jusqu'à la température où la vie peut naître. Elle a de l'air, de l'eau, et tout ce qui est nécessaire aux existences animées. Pourtant, l'homme est si vain et si aveuglé par sa vanité que jusqu'à la fin même du XIXe siècle, aucun écrivain n'exprima l'idée que là-bas, la vie intelligente, s'il en était une, avait pu se développer bien au-delà des proportions humaines. Peu de gens même savaient que, puisque Mars est plus vieille que notre Terre, avec à peine un quart de sa superficie et une plus grande distance du Soleil, il s'ensuit naturellement que cette planète est non seulement plus éloignée du commencement de la vie, mais aussi plus près de sa fin. Le refroidissement séculaire, qui doit quelque jour atteindre notre planète, est déjà fort avancé chez notre voisine. Ses conditions physiques sont encore largement un mystère. Mais dès maintenant, nous savons que même dans sa région équatoriale, la température de midi atteint à peine celle de nos plus froids hivers. Son atmosphère est plus atténuée que la nôtre, ses océans se sont resserrés jusqu'à ne plus couvrir qu'un tiers de sa surface, et suivant le cours de ces lentes saisons, de vastes amas de glace et de neige s'amoncellent et fondent à chacun de ses pôles, inondant périodiquement ces zones tempérées. Ce suprême état d'épuisement, qui est encore pour nous incroyablement lointain, est devenu pour les habitants de Mars un problème vital. La pression immédiate de la nécessité a stimulé leurs intelligences, développé leurs facultés et endurci leur cœur. Regardant à travers l'espace au moyen d'instruments et avec des intelligences telles que nous pouvons à peine les rêver, ils voient à sa plus proche distance, à 55 millions de kilomètres d'eux vers le Soleil, un matinal astre d'espoir, notre propre planète, plus chaude, aux végétations vertes et aux eaux grises, avec une atmosphère nuageuse éloquente de fertilité, et à travers les déchirures de ces nuages, des aperçus de vastes contrées populeuses et de mers étroites sillonnées de navires. Nous, les hommes, créatures qui habitons cette terre, nous devons être, pour eux du moins, aussi étrangers et misérables que le sont pour nous les singes et les lémuriens. Déjà, la partie intellectuelle de l'humanité admet que la vie est une incessante lutte pour l'existence, et il semble que ce soit aussi la croyance des esprits dans Mars. Leur monde est très avancé vers son refroidissement, et ce monde-ci est encore encombré de vie, mais encombrés seulement de ce qu'ils considèrent, eux, comme des animaux inférieurs.